si on revient sur les 3 axes de travail dont on parlait en intro, pour commencer sur la révision du schéma industriel, pourquoi c'était important de le revoir et comment vous y êtes pris pour revoir ce schéma industriel? La peinture, c'est lourd, ça se transporte mal. Typiquement, ça se produit là où ça se vend. On a chez Chromologie une série d'usines, 4 usines en France, 2 en Italie, 1 en Espagne, 1 au Portugal, 1 au Maroc, qui chacune ont pour objectif de livrer leur marché local. Et pour certaines d'entre elles, ont une solution technologique qui est spéciale. On a donc une usine pour les colorants, une usine pour des solutions industrielles. Mais au-delà de ça, vous avez 95% de ce qui est produit dans l'usine qui est vendu dans le marché où se trouve l'usine. Une usine, c'est de manière vraiment cruciale un écosystème qui évolue avec la demande, qui évolue avec les innovations, et vous avez assez naturellement beaucoup d'investissements, beaucoup de déploiements, et vous avez dans vos schémas industriels, sur 5 ans, sur 10 ans, l'évolution probable du marché, comment est-ce que vous allez grandir, comment est-ce que vous allez faire en sorte de ne pas prendre de décisions regrettables parce que vous allez avoir un bâtiment que vous allez placer de manière non extensible, vous allez avoir des endroits où vous ne pourrez pas mettre des matières premières dont vous savez que vous aurez besoin, il vous manque de la place pour des silos, quelle que soit la considération pour le schéma. Et quand j'ai commencé chez Chromologie, j'ai vu 2 choses. J'ai vu des usines qui étaient plutôt en Tetris, donc le symptôme typique de j'ai un problème, je trouve une solution, sans me poser trop de questions sur le long terme. Et la deuxième chose, c'était une approche qui était très opportuniste. Quelle est la meilleure solution pour l'instant, sans se poser vraiment la question, est-ce que j'ai besoin de standardiser? Est-ce que ça serait plus utile pour moi d'avoir les mêmes machines pour justement ne pas avoir des stratégies de maintenance différentes, la formation différente, etc. Les équipes usines, dans chaque usine, étaient très très compétentes. Il y avait un manque de consolidation et de leadership sur le sujet de schéma industriel. Et donc mon premier devoir, quand j'ai commencé chez Chromologie, c'était de poser la question: où est-ce qu'on va, usine par usine? Et rapidement de voir que certaines usines n'avaient pas forcément la maturité de répondre à ces questions. Et donc mon rôle, c'était de poser les bonnes questions, de les laisser y répondre, d'y revenir et de faire des itérations. Et sur certaines usines, on a pris des décisions difficiles. Il y a des lignes qu'on a arrêtées, il y a des investissements qu'on a annulés. Sur d'autres usines, on allait plus vite, parce que clairement, ils étaient sur le bon segment sur lequel on allait manquer de capacité. Et à chaque fois, on le faisait sur un long terme. Donc, typiquement 5 ans, c'est déjà le long terme pour la peinture, avec comme perspective, comment est-ce que je peux me déployer sans prendre de décisions regrettables pour les éventuels scénarios qui vont être en face de moi. Est-ce que j'ai les usines aux bons endroits? Est-ce que j'ai trop d'usines? Est-ce que j'en ai pas assez? Et on a pris des décisions difficiles dont on est en train de regarder à une éventuelle fermeture d'usine. Mais c'est une considération stratégique et intégrée, et qui va permettre de prendre des meilleures décisions dans le futur, à la fois en termes de coûts, en termes d'exploitation, et donc au final en termes de compétitivité sur le long terme. Vous travaillez avec les équipes de chacune des Bien sûr, c'est usines elles dans qui cette savent. itération. La seule chose que vous pouvez faire, c'est poser la question. Mmh. Mais c'est eux qui savent quelle est la meilleure solution technique, quelle est la meilleure approche. Après, vous posez la question sur la standardisation, vous voyez le pour, le contre, et vous voyez l'opportunité. Mais le leadership, c'est avant tout poser les bonnes questions. Mmh. Les gens ont les réponses, mais souvent pas les bonnes questions. Ou ils répondent aux mauvaises questions, et voilà, j'ai un problème de capacité, il y a cette machine-là qui est pas chère, on y va. Ouais. Mais La bonne question, c'est plutôt sur 5 ans, comment est-ce que je développe ce segment? Et est-ce que c'est relié dans au cette business. usine, etc. Ouais, 100%, c'est pas bien juste sûr. produire ce qui est dans le plan. Et du coup, l'usine doit aller voir le marketing pour demander quels sont les plans stratégiques, et l'usine doit aller voir l'ingénierie pour comprendre quels sont les futurs développements. Et oui, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais on se pose pas la question d'un schéma industriel tous les ans. En fait, une fois qu'on a un schéma industriel, on bâtit incrémentalement. Justement, c'est pas à revoir à chaque fois. Enfin, tout c'est des investissements tellement longs que Exactement. c'est pas possible autrement. Ok. Et pour alimenter
monter ces usines, évidemment, il faut des appros. Je passe au sujet suivant sur les appros. Quelles sont les difficultés? Je pense qu'on les connaît, mais plus spécifiquement chez Chromology que vous avez rencontré ces dernières années avec tous les bousculements géopolitiques Oui, on et va un peu comment de vous crise en avez crise. adressé? Absolument. Alors, en introduction, la peinture a de très nombreux ingrédients parce qu'il y a beaucoup de recettes de peinture. Pour chaque problème, il y a une recette. Tous ces ingrédients ont des profils de risque un petit peu compliqués. Il y a beaucoup de monosourcing parce qu'il y a des ingrédients, des résines, des additifs qui ont été développés spécifiquement pour vos besoins. Il y a beaucoup de vulnérabilité parce que vous travaillez avec certains producteurs dans l'industrie chimique qui ne vont pas forcément bien. L'industrie chimique en Europe en particulier est en déclin lent, est en train de se poser des questions de capacité. Et se poser des questions de capacité, c'est forcément des risques d'approvisionnement pour vous. Et enfin, parce qu'il y a de la complexité, parce qu'il y a toute la gestion des stocks derrière, un besoin de stratégie d'approvisionnement différenciée. Vous avez des produits, vous savez que c'est des commodités, et vous savez que vous allez à la fois les acheter et les approvisionner de manière agressive. Vous avez des produits qui sont monosourcés, qui vous font une recette qui est absolument critique, pour lequel vous allez avoir un stock stratégique énorme et pour lequel vous allez travailler vraiment en collaboration, en partenariat de long terme avec votre fournisseur, incluant s'il a des problèmes financiers, comprendre comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut passer des grosses commandes, peu importe. Et le troisième, c'est d'être très très explicite sur votre schéma de vulnérabilité. Donc vous posez la question sur le risque et sur l'impact, où est la vulnérabilité de vos différentes approvisionnements. Et c'est pas très lié à combien vous dépensez, c'est lié à votre nomenclature inversée. Hein. Où est-ce que va le produit? On a des produits, on dépense très peu, qui vont dans toutes les recettes. Et vous partez de là, et c'est ces produits-là pour lesquels il faut un mapping le plus tôt possible de vulnérabilité. Quelle est ma stratégie de vulnérabilité, du stock, des alternatives, la complexité de gérer des alternatives, parce que des alternatives, c'est pas j'ai sur un papier, il y a ce fournisseur-là qui pourrait nous sauver. Non, les alternatives, c'est une supply chain qui est validée, qui marche de manière régulière, quitte à ce que ça a un coût, mais pour laquelle vous savez que si demain vous devez transitionner, vous avez la certitude que ça peut transitionner. Sinon, c'est un exercice papier qui sert à rien. Et donc, à la fois, ça a un coût, ça a une conséquence en termes de complexité de gestion, hein, de fournisseurs plutôt qu'un. Et évidemment, quand vous n'avez pas de crise, pourquoi est-ce que vous prenez cette douleur? Ça va, donc depuis 2021, on se pose pas trop cette question-là. Donc on a eu le Covid, on a eu l'Ukraine, on a eu en ce moment on s'amuse bien avec l'Iran. On a une crise de l'immobilier l'année dernière. Donc il y a beaucoup d'événements qui justifient cet effort à travailler sur la résilience, et un énorme avantage compétitif à être résilient, à savoir pourquoi vous l'êtes, à former, à expliquer et à s'organiser. On a par exemple des équipes achats qui sont très très autonomes, qui vont décider par eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de valider des décisions de sourcing a priori. Alors a posteriori, bien sûr, on va regarder la performance et les décisions, mais on est sur des équipes qui sont très capables et en qui on a confiance de gérer au plus fin et au plus réactif. Et en l'occurrence, avec ce qui se passe sur le détroit d'Ormuz et les manques cruels de matières premières de nos fournisseurs manquent de leurs matières premières, de monomères, etc. Pouvoir travailler en réactif de manière substantielle nous a permis d'avoir une meilleure disponibilité que la concurrence. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici? Qui pourrait partager une perspective enrichissante? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.